retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Hamid Chriet, géopolitologue, Grégory Sileni, conseiller en communication, et Simon Tedga, écrivain, directeur de collection et consultant en politique et stratégie de défense. Sans plus tarder, le Zoom. MTN s'acquitte de l'intégralité de son amende record de 1,6 milliard de dollars infligée par la justice nigériane en 2015 à l'opérateur technique téléphonique sud-africain. Le contentieux est donc réglé avec le paiement de la 6e et dernière tranche par la firme qui est depuis 4 ans dans le viseur du Nigeria pour ne pas avoir désactivé plus de 5 millions de cartes SIM non identifiées. Aïssatou Bari. Après 4 ans de tractation avec l'autorité des communications du Nigeria, le géant de la téléphonie mobile MTN s'est complètement acquitté de son amende de 1,6 milliard de dollars. MTN était accusé de n'avoir pas désactivé 5,1 millions de cartes SIM non identifiées de son réseau. Une injonction encadrée par la loi nigériane en vue de lutter contre la secte islamiste Boko Haram. MTN a accepté cette inscription dans le cadre d'un règlement de différend de longue date avec le gouvernement nigérian. Grâce à cette inscription, les investisseurs locaux et les investisseurs internationaux auront la possibilité de se lancer dans l'histoire des télécommunications au Nigeria. La Commission des communications du Nigeria avait imposé une amende de 5,2 milliards de dollars. Mais la firme a pu obtenir des autorités nigérianes non seulement un échelonnement de paiement, mais aussi une réduction de l'amende ramenée à 1,6 milliard de dollars. MTN Group détient 78,8% des affaires du Nigeria. Il y a environ 20% qui est détenu par des investisseurs locaux. MTN Group a dit qu'il cherchera à vendre des actions supplémentaires par le biais d'une offre publique à l'avenir. Une nouvelle page qui se tourne pour le plus grand bien de la société. Après son inscription sur le marché boursier nigérian pour une valeur de 6 milliards de dollars, les actions de l'opérateur ont grimpé de 10%. Une introduction selon l'opérateur qui démontre de sa confiance dans l'économie nigériane après des années de différends avec le gouvernement. Alors, une page qui se tourne peut-être pas tout à fait, parce qu'il y a une audience qui est attendue le 26 juin prochain, ou avec un dernier contentieux qui demeure, il faut bien le dire, à savoir le prétendu non-paiement, cette fois de 2 milliards de dollars contesté par l'opérateur Simon Tedga. Oui, alors moi, cette affaire est très intéressante parce que on constate qu'en Afrique, surtout dans les pays comme au Nigeria, où les affaires prospèrent à cause de la population, et des sociétés étrangères qui s'y installent font des gros bénéfices, vraiment d'énormes bénéfices. Il faut savoir que MTN a un chiffre d'affaires de près de 6 milliards de dollars, 6 milliards de dollars, oui, c'est ça, je crois, 6 milliards de dollars par an. C'est quand même important, c'est énorme quand même. C'est l'équivalent du budget d'un pays comme le Cameroun. Et alors, quand il faut maintenant aider, participer à l'économie nationale, ces entreprises rechignent, ils sont toujours prêtes plutôt à mettre de côté ce qu'ils ont gagné dans un pays. Alors, ce qui arrive maintenant, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils ne vont même pas payer l'amende. Ils payent une fraction de l'amende, parce qu'on a dû baisser pour qu'ils puissent payer. Alors donc, on va dire qu'il ne faut pas que ça s'arrête là. J'ai vu également dans le reportage qu'on leur demandait quand même d'ouvrir un petit peu le capital pour que les Nigériens en profitent. Je pense que ce n'est que justice. Hamid Chriet, alors quand même les États, parce que c'est une affaire qui dépasse aussi l'État, qui ne concerne pas que le Nigeria. Plusieurs pays ont été concernés par ce type de situation. Alors les États ont également leurs responsabilités parce qu'il faudrait effectivement impulser un système fiscal mais aussi réglementaire un peu plus stable. Ce qui n'existe pas, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, l'État aujourd'hui a du mal à réformer sur la question de la fiscalité, notamment la question des pénalités. Il n'y a pas d'instance aujourd'hui de contrôle sur les entreprises, quels ont été leurs budgets, pourquoi elles fusionnent et est-ce qu'elles respectent effectivement les appels d'offres. On sait très bien au Nigeria qu'il y a une opacité, une corruption grandiloquente, de plus en plus importante au Nigeria. Le Nigeria est l'un des pays où il y a une énorme corruption. Je crois que c'est tout à fait aujourd'hui logique que la société paye. Et je crois que c'est très peu même par rapport à ses bénéfices qu'elle fait. Elle est cotée en bourse à peu près avec plus de 10 milliards.
Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, moi je crois qu'aujourd'hui en tout cas il faut vraiment réformer le secteur notamment le secteur téléphonique en Afrique, pas simplement au Nigeria, parce qu'on voit très bien qu'il y a carrément ou presque une monopolisation du secteur mobile téléphonique en Afrique. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a de plus en plus des conflits entre opérateurs et régulateurs. On l'a vu récemment au Niger avec la fermeture des bureaux d'Orange et d'Airtel pour non-paiement là aussi d'impôts et de taxes. Donc, la nécessité de réformer le système. On a aussi des cas en Côte d'Ivoire, au Mali, mais aussi au Sénégal. Grégory Sileni. Oui, concernant le groupe MTN, il y a d'autres pays qui ont été confrontés au même problème, notamment le Bénin et l'Ouganda. On revient toujours aux mêmes choses, c'est-à-dire pas de politique panafricaine, pas de politique sous-régionale. On parle d'un groupe qui est présent pratiquement sur tout le continent. Donc c'est sûr, quand il y a des politiques coordonnées, c'est beaucoup plus facile, on est beaucoup plus fort. Parce que de toute façon, et là, on revient à l'UA. Oui, pas forcément, parce qu'après ça peut être... Pas l'UA telle qu'elle est. Alors, on va laisser Grégory Sileni aller jusqu'au bout de sa pensée, et puis je vous redonnerai. Oui, donc voilà, je pense que ça, on sait très bien. Pour le coup, on peut regarder aussi les précédents, comment ça se passe en Occident. On sait très bien que les États sont toujours fragilisés face au pouvoir financier et économique. Donc là, après, il faut essayer de savoir qu'est-ce qui a été négocié en diminuant l'argent que devait le MTN Group, savoir qu'est-ce qui a été concédé. On sait, comme ça a été dit à juste titre, il y a un actionnariat qui a été ouvert à la population civile au niveau du Nigeria. Ça, c'est important. C'est ça. Après aussi, le fait qu'il y ait eu cette somme, est-ce que ça a permis au niveau de la pénétration du marché, parce que le marché MTN Group détient aujourd'hui 50% du marché nigérian, est-ce qu'il y a d'autres opérateurs qui ont pu un peu émerger pour essayer de niveler un peu tout ça, pour pas qu'il y ait forcément des monopoles, parce que les monopoles c'est toujours dangereux et ça renvoie après forcément à une fragilité des États derrière, où c'est plus dur de négocier, c'est plus dur d'imposer une fiscalité pour avoir des rentrées d'argent. Alors rappelons quand même que MTN est à capitaux sud-africains. Oui. Il s'agit quand même d'une entreprise. L'une des conditions qui avait été posée, c'est l'introduction boursière de MTN à la bourse de Lagos. Là où j'aurais un petit bémol. Le seul problème, c'est que le capital n'a pas d'amis. C'est-à-dire que ce soit sud-africain, français ou américain, c'est le même comportement. Bien sûr, l'argent. Non, c'est ça. C'est le capital, il faut gagner. C'est la logique même du capitalisme. Voilà, c'est la logique du capitalisme. Donc ils appliquent cette logique de façon, disons, rigoureuse, comme tous les capitalistes. Donc, il faut voir également là-dedans, je pense que ce que le Niger vient de donner, c'est un signal. C'est de dire quand même à ces sociétés que vous ne pouvez pas faire ce que vous avez, vous n'avez pas, pouvez pas faire tout ce qui vous paraît permis ici. Donc là, c'est très bien pour que les autres sachent que ces grosses boîtes, on peut les attaquer, on peut leur demander de payer les amendes et au bout du compte, ils paient. Je me rappelle d'une histoire comme ça au Cameroun avec Orange. Orange a eu un problème à peu près similaire. Ils ne voulaient pas payer les taxes. Ils ont même utilisé les réseaux diplomatiques et tout pour ne pas payer. Mais ils ont finalement cédé. Oui, mais alors ce sont quand même des problèmes qui sont amenés à se répéter dans la mesure où on a effectivement des amendes, mais qui ne sont jamais accompagnées de mesures structurelles. Voilà. C'est des problèmes qui se répètent. Pourquoi? Et là, j'aurais un bémol, c'est parce que sur, par exemple, des secteurs qui sont stratégiques pour l'État, l'État doit être actionnaire, même s'il est actionnaire minoritaire, pour avoir son mot à dire au conseil d'administration. Là où j'aurais un petit bémol, par exemple, notamment en France, sur des secteurs stratégiques, la France est actionnaire. On l'a vu très bien. Et je crois qu'aujourd'hui, ça, c'est une erreur. La deuxième des choses, ça peut aussi, on peut aussi, par exemple, négocier une régulation de gestion, par exemple, proposée. J'ai des cadres du Nigeria qui sont formés, qui peuvent être payés moins cher et qui peuvent participer à l'entreprise, au lieu de prendre des gens qui sont issus du secteur public, qui vont être payés, notamment avec énormément avec un salaire, avec des parachutes dorés. Ça n'a pas été traité sur le reportage. Donc, toutes ces questions-là. Et je crois que l'État doit avoir cette volonté politique. Les États-Unis le font, par exemple, avec la loi d'extraterritorialité. Ils pénalisent. Ils gèlent les salaires. Donc, je crois que s'il y a vraiment une volonté, à la fois au sein de l'UA,
qu'il y ait une résolution, par exemple, qui est mise en place, je crois qu'on peut le faire. J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit dans mon propos qu'il ne fallait pas qu'il y ait un actionnariat de l'État, parce que toutes les sociétés se sont construites avec des actionnaires de l'État. C'est ce qui se passe avec la Caisse des dépôts en France, qui est actionnaire dans une partie des entreprises. La Caisse des dépôts et des consignations. Et même s'il faut regarder au Maroc, par exemple, les champions nationaux, c'est comme ça qu'ils ont été construits avec l'État à côté. Donc ça, c'est je veux dire, c'est un fondamental dans une économie. Après, je pense le dilemme où se joue pour les États, c'est que quand il y a un groupe comme MTN qui s'implante sur le marché nigérian, ça permet quand même un développement. Et ça, je pense... Les emplois. Des emplois et d'où la renégociation de l'amende. C'est ça, il y a ces enjeux-là. Ces enjeux-là qui rentrent en considération. Et du coup, on réduit un peu la dette et dans une négociation. C'est ça qui est amené sur la table. Et c'est là que les États se retrouvent fragilisés. Mais en soi, après, oui, on est tous d'accord sur le fait que ces sociétés-là qui ont beaucoup de revenus, c'est des marchés exponentiels. Le marché nigérian, c'est un marché phénoménal. MTN, c'est 62 millions d'abonnés au Nigeria. 62 millions d'abonnés. C'est énorme. Bien évidemment, un grand marché. C'est énorme. Alors, est-ce qu'on a vu le montant quand même de cette amende, une forte amende infligée donc à MTN? Est-ce que quelque part, ça n'a pas été un événement déclencheur? Parce qu'on a vu que depuis 2015, c'est là où on a de plus en plus ce type de... on a vu des conflits qui éclatent comme ça entre opérateurs et États. C'est vraiment depuis cette date-là, Hamid Chriet. Je crois que oui, ça a été à la fois un événement déclencheur, mais le Nigeria a une politique aussi qui est différente de celle de ses voisins. Il y a quand même Buhari, le président, il a une politique volontariste. En tout cas, il l'a vu notamment sur les questions clés, notamment les questions stratégiques, les secteurs clés, notamment sur l'énergie. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Nigeria est traversé par la corruption, je le rappelle, et par une non-transparence. Et je crois que c'est ça aussi qui a fait qu'aujourd'hui, cette société a pu prospérer dans les pays. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de transparence. Il y a une opacité totale. Et c'est encore une fois grâce à la société civile qui s'est mobilisée au Nigeria, qui a pu aussi mettre une certaine pression par rapport au pouvoir politique. Il y a certaines choses qui ont été faites sous le premier quinquennat du président Buhari, mais c'est vrai qu'elles sont minimes. Pas suffisantes. Pas suffisant. Voilà. Ce n'était pas suffisant. Pour être plus objectif. C'est ça, parce qu'après, il y a quand même des choses qui ont été faites, notamment au niveau de la Société pétrolière nationale, exactement. un certain nombre de personnes qui ont été destituées, etc. Exactement. Donc, voilà, il y a des choses qui ont été faites, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça, c'est vrai que c'est un des leviers où il est très attendu pour son second quinquennat, le président Buhari. Alors, en tout cas, sur cette question, effectivement, de la lutte contre la corruption. Il a annoncé au cours de son second mandat qu'il allait cette fois mettre l'accent sur cette fois les procédures judiciaires, puisque pendant le premier mandat, c'était plutôt au niveau des arrestations, mais qui était finalement sans suite. Simon Tedga. Oui, moi je pense qu'il y a fort à faire avec cette corruption qui est enracinée, qui est... Bien sûr. Qui est dans là. la société. Cela dit, je vois qu'il ne va pas baisser les bras et il va essayer de diminuer, de faire en sorte que ça diminue un petit peu. Mais la corruption, elle est structurelle au Nigeria. Exactement. Structurelle. Hamid Chriet. Oui, je suis exactement d'accord avec ce que vient de dire mon confrère. C'est que la corruption est un grand problème, c'est un grand fléau aujourd'hui en Afrique, pas simplement au Nigeria. Et je crois que c'est très important aujourd'hui, en tout cas, de lutter contre ce phénomène-là, qui est lancinant en Afrique. Donc prochaine audience pour MTN le 26, et de cette audience dépendra la seconde phase de son introduction en bourse, me semble-t-il, Grégory Sileni. Oui, c'est exactement ça. Après aussi, ce qu'on voit, c'est que, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, sur la dimension continentale, quand il y a un opérateur aussi important sur le continent, c'est qu'aujourd'hui, le pays va se désinvestir, se désengager d'autres pays africains. J'ai plus les pays en tête, mais je sais qu'il y a 2-3 pays en l'occurrence où MTN Group va se retirer. Donc on voit bien que l'entreprise a une vision continentale dans sa stratégie, sa politique entrepreneuriale. Donc il convient aussi que les États puissent riposter. Là, on a des prémices en ayant quand même cette imposition qui a pu être respectée, pas suffisante, je pense, il en fallait encore plus, mais voilà, il faut encore davantage aller dans ce sens-là pour favoriser les politiques étatiques.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Grégory Sileni. Je rappelle que vous êtes conseiller en communication. Un grand merci à vous également, Hamid Chriet, géopolitologue. Merci, Simon Tedgar. Je rappelle que vous êtes écrivain et directeur de collection et consultant en politique et stratégie de défense. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve très vite dans l'Africa Newsroom. Très belle soirée. Merci.